Activité 20, extrait 1. Les gens cultivés, les élites intellectuelles, ont toujours fait la fine bouche devant les gros succès d'édition, comme si le talent était par définition inversement proportionnel au succès public. Or, comme on le sait depuis au moins La Nouvelle Héloïse, ce n'est peut-être pas si simple. Et Don Quichotte, Roméo et Juliette, Les Trois Mousquetaires et Robinson Crusoe, les 4 œuvres littéraires les plus vendues de l'histoire, ne déshonorent pas leurs auteurs. Extrait 2. Les personnes handicapées sont-elles des justiciables comme les autres? Bénéficient-elles d'un accès correct à la justice si les personnes sourdes et muettes sont toujours accompagnées de traducteurs en langue des signes depuis quelques années? Rien n'est vraiment prévu en revanche pour les personnes aveugles et malvoyantes. Hier soir, le Palais de justice de Paris accueillait un procès dans le noir, initiative du Conseil national handicap pour faire prendre conscience de tout ce qu'il reste à faire dans ce domaine. Extrait 3. Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Dans une vingtaine de minutes, nous parlerons avec Anka Bobok des Digital Natives. Bonjour Anka Bonjour. Bobok. Vous avez travaillé sur l'arrivée dans l'entreprise de cette génération qu'on appelle désormais les Digital Natives, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés dans les nouvelles technologies. On dit d'eux qu'ils maîtrisent ces technologies, qu'ils s'y meuvent avec aisance et qu'ils bouleverseront l'entreprise. Nous verrons que c'est un peu plus compliqué que cela. Activité 20, extrait 1. Les gens cultivés, les élites intellectuelles, ont toujours fait la fine bouche devant les gros succès d'édition, comme si le talent était par définition inversement proportionnel au succès public. Or, comme on le sait depuis au moins La Nouvelle Héloïse, ce n'est peut-être pas si simple. Et Don Quichotte, Roméo et Juliette, Les Trois Mousquetaires et Robinson Crusoe, les 4 œuvres littéraires les plus vendues de l'histoire, ne déshonorent pas leurs auteurs. Extrait 2. Les personnes handicapées sont-elles des justiciables comme les autres? Bénéficient-elles d'un accès correct à la justice si les personnes sourdes et muettes sont toujours accompagnées de traducteurs en langue des signes depuis quelques années? Rien n'est vraiment prévu en revanche pour les personnes aveugles et malvoyantes. Hier soir, le Palais de justice de Paris accueillait un procès dans le noir, initiative du Conseil national handicap pour faire prendre conscience de tout ce qu'il reste à faire dans ce domaine. Extrait 3. Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Dans une vingtaine de minutes, nous parlerons avec Anka Bobok des Digital Natives. Bonjour Anka Bonjour. Bobok. Vous avez travaillé sur l'arrivée dans l'entreprise de cette génération qu'on appelle désormais les Digital Natives, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés dans les nouvelles technologies. On dit d'eux qu'ils maîtrisent ces technologies, qu'ils s'y meuvent avec aisance et qu'ils bouleverseront l'entreprise. Nous verrons que c'est un peu plus compliqué que cela. Vers l'épreuve. Exercice 1. Un jour sur la toile, mon petit doigt me dit que vous allez être nombreux à réagir au sujet dont va nous parler Hélène ce soir. En particulier si vous êtes collégien, lycéen, enseignant ou parent d'élèves, ça fait quand même du monde. Le Danemark, Hélène, a décidé d'autoriser les élèves à utiliser Internet pendant les examens. Imaginez une salle remplie d'ordinateurs avec des câbles qui jonchent le sol et des collégiens bûchant sur leurs examens de fin d'année en surfant sur le web. Un accès à Internet dans son intégralité, aucun filtre, aucun site censuré. Ils peuvent même aller sur Facebook s'ils le souhaitent. La seule restriction, c'est qu'ils n'ont ni le droit de chatter, ni d'envoyer des mails. L'expérience est actuellement menée dans une dizaine d'établissements, mais l'ensemble des élèves danois devraient être concernés en 2011, car le gouvernement estime qu'Internet a pris une telle part dans la vie de tous les jours que cela doit faire partie de l'enseignement et donc des examens. Comment on empêche la tricherie ? Ah oui, alors oui, parce que là c'est The plus sur question. c'est plus sur la copie du voisin qu'on louche, mais sur sa propre boîte mail. Hein. On imagine que certains élèves seront tentés effectivement d'envoyer un mail à un ami qui pourrait lui donner la réponse. Alors le gouvernement danois lui fait extrêmement confiance à ses élèves. Ils estiment que les conséquences sont tellement importantes pour un enfant pris en flagrant délit de triche que très peu en auront la tentation. Et puis surtout, les questions sont selon les enseignants complètement différentes et tournées d'une telle façon que la tricherie n'est pas vraiment possible. Le gouvernement danois, il est convaincu que toute l'Europe va s'y mettre. Ah oui, convaincu. Alors, bon, maintenant, il faut voir si effectivement tous les gouvernements vont s'y mettre. Alors moi, je me suis demandé exactement la même chose en France. Est-ce que les examens avec Internet, ça va bientôt arriver? Et j'ai posé la question à Michel Guilloux. Il est adjoint au conseiller
technologie de l'information et de la communication dans l'enseignement de l'Académie de Versailles. Ça va pas se généraliser demain, mais peu à peu, je pense que oui, on y arrivera. Moi, je vois pas de difficulté majeure. Je veux dire, c'est comme utiliser un GAFIO en latin, c'est comme utiliser des ressources de la bibliothèque ou du CDI, par exemple, dans telle ou telle épreuve. Mais après, c'est un problème de tri de l'information. Je me posais la question de l'accès à Internet et de sa complète liberté. Il y a peut-être effectivement des sélections de sites ou éventuellement des proxys qui permettent d'accéder à certaines parties d'Internet ou à d'autres. Je n'imagine pas une complète liberté quand même sur Internet, mais je n'en pense que du bien. A priori, c'est une telle source de savoir et de connaissances que on ne peut que s'en féliciter. Et comme quoi, c'est peut-être pas exclu en France à terme. Internet autorisé pendant les examens. Je suis sûr que ça va en faire rêver quelques-uns et déranger quelques autres. Vers l'épreuve, exercice 1. Un jour sur la toile, mon petit doigt me dit que vous allez être nombreux à réagir au sujet dont va nous parler Hélène ce soir. En particulier si vous êtes collégien, lycéen, enseignant ou parent d'élèves, ça fait quand même du monde. Le Danemark, Hélène, a décidé d'autoriser les élèves à utiliser Internet pendant les examens. Imaginez une salle remplie d'ordinateurs avec des câbles qui jonchent le sol et des collégiens bûchant sur leurs examens de fin d'année en surfant sur le web. Un accès à Internet dans son intégralité, aucun filtre, aucun site censuré. Ils peuvent même aller sur Facebook s'ils le souhaitent. La seule restriction, c'est qu'ils n'ont ni le droit de chatter, ni d'envoyer des mails. L'expérience est actuellement menée dans une dizaine d'établissements, mais l'ensemble des élèves danois devraient être concernés en 2011, car le gouvernement estime qu'Internet a pris une telle part dans la vie de tous les jours que cela doit faire partie de l'enseignement et donc des examens. Comment on empêche la tricherie ? Ah oui, alors oui, c'est parce que là c'est The plus question. c'est plus sur la copie du voisin qu'on louche, mais sur sa propre boîte mail. Hein. On imagine que certains élèves seront tentés effectivement d'envoyer un mail à un ami qui pourrait lui donner la réponse. Alors le gouvernement danois lui fait extrêmement confiance à ses élèves. Ils estiment que les conséquences sont tellement importantes pour un enfant pris en flagrant délit de triche que très peu en auront la tentation. Et puis surtout, les questions sont selon les enseignants complètement différentes et tournées d'une telle façon que la tricherie n'est pas vraiment possible. Le gouvernement danois, il est convaincu que toute l'Europe va s'y mettre. Ah oui, convaincu. Alors, bon, maintenant, il faut voir si effectivement tous les gouvernements vont s'y mettre. Alors moi, je me suis demandé exactement la même chose en France. Est-ce que les examens avec Internet, ça va bientôt arriver ? Et j'ai posé la question à Michel Guilloux. Il est adjoint au conseiller technologie de l'information et de la communication dans l'enseignement de l'Académie de Versailles. Ça va pas se généraliser demain, mais peu à peu, je pense que oui, on y arrivera. Moi, je vois pas de difficulté majeure. Je veux dire, c'est comme utiliser un GAFIO en latin, c'est comme utiliser des ressources de la bibliothèque ou du CDI, par exemple, dans telle ou telle épreuve. Mais après, c'est un problème de tri de l'information. Je me posais la question de l'accès à Internet et de sa complète liberté. Il y a peut-être effectivement des sélections de sites ou éventuellement des proxys qui permettent d'accéder à certaines parties d'Internet ou à d'autres. Je n'imagine pas une complète liberté quand même sur Internet, mais je n'en pense que du bien. A priori, c'est une telle source de savoir et de connaissances que on ne peut que s'en féliciter. Et comme quoi, c'est peut-être pas exclu en France à terme. Internet autorisé pendant les examens. Je suis sûr que ça va en faire rêver quelques-uns et déranger quelques autres. Exercice 2. Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, je suis belle-mère de 3 enfants, 2 grands que j'ai pas élevés et un moyen qui a maintenant 17 ans et que j'ai élevé à temps plein à la maison entre 11 et 16 ans. Et puis je suis également présidente d'une association qui s'appelle le Club des Marâtres et qui vient en aide et qui accompagne les femmes qui, comme moi, ont la tâche d'élever à temps plein ou à temps partiel les enfants d'une autre. Alors, justement, vous êtes une belle-mère. La différence avec une maman, selon vous ? La différence, je crois que c'est une question de légitimité au départ. C'est-à-dire que on se pose tout un tas de questions en tant que belle-mère qu'on ne se poserait jamais en tant que mère. Est-ce que je suis dans mon rôle en exigeant ou en demandant telle chose ? Est-ce que c'est mon rôle de faire ou de ne pas faire telle chose ? Donc sans arrêt, il y a une notion de légitimité qui se pose. Et puis après, il y a le rapport à l'école, aux activités périscolaires où effectivement... Là, on n'est rien. C'est-à-dire que limite, suivant l'interlocuteur qu'on a en face de soi, on pourrait presque être une voleuse d'enfants, quoi. Ce sont des choses qui vous ont touché ou blessé ?
Touché, blessé. Alors touché, oui, blessé non, parce qu'en même temps je comprends. C'est-à-dire que ça protège l'enfant aussi. Je veux dire, moi j'étais pleine de bonne volonté, de bonne foi et tout à fait. Enfin, je me considérais légitime dans la démarche. On peut tout à fait imaginer que des gens qui ne le sont pas. Donc c'est une façon de protéger. Donc après, ce qui est plus gênant, c'est la bêtise des gens qu'on a en face de soi, c'est-à-dire les gens qui sont dans une application stricte des règlements sans adapter un minimum à ce qu'est la réalité de la vie et qu'ils peuvent eux-mêmes connaître. Donc c'est plus un sentiment d'impuissance qui m'a animée qu'une notion d'être blessée au niveau émotionnel ou affectif. Mais c'est vrai que c'est énervant. Enfin, j'ai un autre souvenir d'avoir emmené mon beau-fils à l'hôpital parce qu'il s'était blessé, donc on arrive aux urgences. Je l'aurais pas fait, j'aurais pu être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. En revanche, il a fallu attendre que papa arrive à l'hôpital pour pouvoir repartir. Je n'ai pas été autorisée à repartir avec mon beau-fils que j'avais moi-même amené. Il était mineur, donc ça ne pouvait être qu'un adulte responsable au sens juridique de l'enfant qui pouvait le faire sortir, ou alors il aurait fallu un document écrit du père ou de la mère. Votre beau-fils est arrivé il y a une dizaine d'années dans votre vie. Est-ce que c'est pas le fait justement que c'était il y a 10 ans, donc est-ce que les gens ne comprenaient pas il y a 10 ans et aujourd'hui est-ce qu'on comprend mieux? Alors, non, je pense qu'aujourd'hui, on est toujours dans quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'on n'a pas du tout intégré, c'est qu'une fois qu'on a divorcé, on peut reconstruire sa vie et qu'il faut trouver une place, aussi petite soit-elle, à ces nouvelles personnes qui arrivent dans la vie des enfants. Exercice 2. Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans. Je suis belle-mère de 3 enfants, 2 grands que j'ai pas élevés et un moyen qui a maintenant 17 ans et que j'ai élevé à temps plein à la maison entre 11 et 16 ans. Et puis je suis également présidente d'une association qui s'appelle le Club des Marâtres et qui vient en aide et qui accompagne les femmes qui, comme moi, ont la tâche d'élever à temps plein ou à temps partiel les enfants d'une autre. Alors, justement, vous êtes une belle-mère. La différence avec une maman, selon vous? La différence, je crois que c'est une question de légitimité au départ. C'est-à-dire que on se pose tout un tas de questions en tant que belle-mère qu'on ne se poserait jamais en tant que mère. Est-ce que je suis dans mon rôle en exigeant ou en demandant telle chose? Est-ce que c'est mon rôle de faire ou de ne pas faire telle chose? Donc sans arrêt, il y a une notion de légitimité qui se pose. Et puis après, il y a le rapport à l'école, aux activités périscolaires, où effectivement... là, on n'est rien. C'est-à-dire que limite, suivant l'interlocuteur qu'on a en face de soi, on pourrait presque être une voleuse d'enfants, quoi. Ce sont des choses qui vous ont touché ou blessé? Touché, blessé. Alors touché, oui, blessé non, parce qu'en même temps je comprends. C'est-à-dire que ça protège l'enfant aussi. Je veux dire, moi j'étais pleine de bonne volonté, de bonne foi et tout à fait. Je me considérais légitime dans la démarche. On peut tout à fait imaginer que des gens qui ne le sont pas. Donc c'est une façon de protéger. Donc après, ce qui est plus gênant, c'est la bêtise des gens qu'on a en face de soi, c'est-à-dire les gens qui sont dans une application stricte des règlements sans adapter un minimum à ce qu'est la réalité de la vie et qu'ils peuvent eux-mêmes connaître. Donc c'est plus un sentiment d'impuissance qui m'a animée qu'une notion d'être blessée au niveau émotionnel ou affectif. Mais c'est vrai que c'est énervant. Enfin, j'ai un autre souvenir d'avoir emmené mon beau-fils à l'hôpital parce qu'il s'était blessé, donc on arrive aux urgences. Je l'aurais pas fait, j'aurais pu être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. En revanche, il a fallu attendre que papa arrive à l'hôpital pour pouvoir repartir. Je n'ai pas été autorisée à repartir avec mon beau-fils que j'avais moi-même amené. Il était mineur, donc ça ne pouvait être qu'un adulte responsable au sens juridique de l'enfant qui pouvait le faire sortir, ou alors il aurait fallu un document écrit du père ou de la mère. Votre beau-fils est arrivé il y a une dizaine d'années dans votre vie. Est-ce que c'est pas le fait justement que c'était il y a 10 ans, donc est-ce que les gens ne comprenaient pas il y a 10 ans et aujourd'hui est-ce qu'on comprend mieux? Alors, non, je pense qu'aujourd'hui, on est toujours dans quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'on n'a pas du tout intégré, c'est qu'une fois qu'on a divorcé, on peut reconstruire sa vie et qu'il faut trouver une place, aussi petite soit-elle, à ces nouvelles personnes qui arrivent dans la vie des enfants. Exercice 3.
Pour s'assurer du succès de cette première édition, Shanghai a misé sur un dimanche et sur un mélange franco-chinois. Un clin d'œil quand on sait que la ville accueille la plus grosse communauté française d'Asie. Il y a de la pop, du rock, du jazz et du reggae. Les concerts en extérieur sont évidemment gratuits. Il n'en fallait pas plus pour attirer les passants. J'aime ce genre de festival parce qu'en Chine, vous avez très peu de concerts dans la rue comme ça, des concerts proches du public, des gens comme vous et moi. Je trouve ça vraiment super, ça permet aux gens de profiter de la musique n'importe quand et n'importe où avec plein de surprises. Et l'une des surprises, c'est la découverte des Lions of Puxi, un groupe franco-chinois mauricien, rien que ça. Puxi, c'est la rive ouest de Shanghai et c'est la ville qui leur a inspiré la reprise du tube de Sting, An Englishman in New York. Il a été transformé en Je suis un Français de Shanghai, le tout en mandarin. Il est vraiment pas mal parce que le chanteur qui est passé avant, il chantait en français, on ne comprenait rien. En effet, c'est le chinois du chanteur Gauthier qui fait toute la différence. Les Lions of Puxi ont donné 3 concerts dans la journée dans 3 lieux différents et à chaque fois leur reggae a fait danser la foule, comme l'explique Vladimir, le guitariste du groupe. Quand Gauthier se met à chanter en chinois, c'est euphorie dans la salle. C'était un atout indispensable parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont développés à Shanghai, mais très peu qui ont osé faire le pas en chinois. Allier la musicalité et la langue chinoise, ça a bien fonctionné ici. Ouais. Pour cette première édition, l'idée des concerts dans la rue fonctionne parfaitement, mais la fête de la musique à Shanghai reste différente de celle que l'on connaît en France. Pas question de faire un bœuf avec des amis n'importe où, c'est une fête très encadrée, sans improvisation. Exercice 3. Pour s'assurer du succès de cette première édition, Shanghai a misé sur un dimanche et sur un mélange franco-chinois. Un clin d'œil quand on sait que la ville accueille la plus grosse communauté française d'Asie. Il y a de la pop, du rock, du jazz et du reggae. Les concerts en extérieur sont évidemment gratuits. Il n'en fallait pas plus pour attirer les passants. J'aime ce genre de festival parce qu'en Chine, vous avez très peu de concerts dans la rue comme ça, des concerts proches du public, des gens comme vous et moi. Je trouve ça vraiment super, ça permet aux gens de profiter de la musique n'importe quand et n'importe où avec plein de surprises. Et l'une des surprises, c'est la découverte des Lions of Puxi, un groupe franco-chinois mauricien, rien que ça. Puxi, c'est la rive ouest de Shanghai et c'est la ville qui leur a inspiré la reprise du tube de Sting, An Englishman in New York. Il a été transformé en Je suis un Français de Shanghai, le tout en mandarin. Il est vraiment pas mal parce que le chanteur qui est passé avant, il chantait en français, on ne comprenait rien. En effet, c'est le chinois du chanteur Gauthier qui fait toute la différence. Les Lions of Puxi ont donné 3 concerts dans la journée dans 3 lieux différents et à chaque fois leur reggae a fait danser la foule, comme l'explique Vladimir, le guitariste du groupe. Quand Gauthier se met à chanter en chinois, c'est euphorie dans la salle. C'était un atout indispensable parce qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont développés à Shanghai, mais très peu qui ont osé faire le pas en chinois. Allier la musicalité et la langue chinoise, ça a bien fonctionné ici. Ouais. Pour cette première édition, l'idée des concerts dans la rue fonctionne parfaitement, mais la fête de la musique à Shanghai reste différente de celle que l'on connaît en France. Pas question de faire un bœuf avec des amis n'importe où, c'est une fête très encadrée, sans improvisation. Exercice 4. Reporter ce matin sur ces étudiants bénévoles pour élèves en difficulté. France Inter, c'est le 7-10. Emmanuel Davier, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est aujourd'hui la journée du refus de l'échec scolaire. Chaque année, 150 000 jeunes sortent du système sans diplôme. Et le thème choisi cette année pour cette journée, c'est le collège. Le collège n'est pas seul en cause dans l'échec, mais il est souvent un révélateur des difficultés rencontrées par les élèves les plus fragiles. Depuis 18 ans, la FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, mobilise près de 8000 étudiants bénévoles, surtout dans les quartiers défavorisés. Le dispositif est simple. Un étudiant s'engage avec un élève. Il rencontre aussi les parents qui ressentent comme un échec personnel la mise hors jeu de leur enfant. C'est le cas de cette maman, Muriel. Son petit dernier dans les bras et son fils aîné à ses côtés. Benjamin a 13 ans. Il est en grande difficulté scolaire, mais pas question pour Muriel de baisser les bras. Moi, je vais essayer de me battre pour sortir Benjamin de l'épreuve parce que maintenant, dans la vie, c'est très dur. Et je ferai tout pour qu'il réussisse son diplôme ou son bac plus tard. Et je vais me bagarrer pour ça.
Cette maman a quitté l'école à 15 ans, les programmes scolaires la dépassent. D'ailleurs, lorsque l'on demande à Benjamin si sa mère peut l'aider à faire ses devoirs, la réponse est cinglante. Non, parce que je crois qu'elle s'est arrêtée en 4e, je crois. Et après, elle a travaillé. Donc elle comprend pas l'anglais, le français, les maths, c'est presque rien. C'est un peu dur là ce que tu dis, non? C'est peut-être un petit peu dur, mais je sais pas comment le dire moins méchant. Pour enrayer le décrochage scolaire, la famille a été mise en relation avec un étudiant de la Fève. Lui aussi se prénomme Benjamin. Il est en première année de master d'histoire. Depuis avril dernier, il voit le collégien 2 heures par semaine. Moi, je suis là pour l'aider pour les devoirs, mais surtout faire autre chose, le rendre autonome, en fait. Lui donner les outils pour qu'il arrive à lui-même faire ses devoirs, à apprendre ses leçons, et lui donner aussi la maîtrise de l'outil informatique et sortir du quartier. Par exemple, il n'était jamais allé à Paris. On allait à Paris ensemble pour la première fois l'année dernière. On allait au muséum d'histoire naturelle, donc aller voir à la galerie l'évolution et après les animaux vivants, etc. Oui, parce que cet accompagnement, ce n'est pas seulement faire du soutien scolaire. Non, le but c'est que l'enfant prenne confiance en lui. Cela passe aussi par des activités extrascolaires, comme l'explique Eunice Mangado-Luneta de la Fève. L'accompagnement est vraiment le plus intéressant quand on commence à faire des choses qui sont peut-être moins valorisées sous la pression scolaire par les parents que les devoirs stricto sensu, mais qui en fait vont avoir une importance capitale après pour l'enfant. Des choses toutes bêtes comme pouvoir se balader, pouvoir aller dans une bibliothèque, pouvoir entrer dans un CIO, un centre d'information et d'orientation. Ce sont des petites choses qui font qu'au final, on va travailler la mobilité, l'autonomie, la capacité d'anticiper, d'aller chercher les bonnes ressources, autant de compétences transversales qui vont être extrêmement utiles pour l'enfant dans sa scolarité et plus tard, et qui ne sont pas directement scolaires. Au cours de cet accompagnement se tisse un lien très fort entre l'étudiant et l'élève. Au fil des semaines, le petit Benjamin a trouvé un grand confident. Je dis des trucs que je dis même pas à ma mère. Parce que comme j'ai pas de grand frère et ni de grande sœur, j'ai pas de quelqu'un à parler que Benjamin, je peux le parler. C'est mon copain, quoi. Moi, je me sens plus à l'aise avec Benjamin que mes copains. C'est des commères, donc ils peuvent pas garder des trucs pour eux, quoi. Ils sont obligés de dire à tout le monde. L'accompagnateur, c'est le père sans le pire, selon Philippe Mérieux, la tierce personne à qui l'enfant peut parler sans que cela ait une incidence négative. On écoute Philippe Mérieux, professeur en sciences de l'éducation. Moi, je suis très sensible au mot d'accompagnateur. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot pédagogie. Le pédagogue est celui qui mène l'enfant sur le chemin, mais qui écoute aussi son avis. Parce que si on n'écoute pas ce que dit l'autre, on n'a aucune chance qu'il nous écoute nous. Donc, sens de l'écoute et puis rigueur. Rigueur, exigence aussi. Aider l'enfant à préciser sa pensée en permanence. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu comprends ça? Lui permettre d'être de plus en plus exigeant avec lui-même, parce que la rigueur, la précision et l'exigence sont le gage de toute forme de réussite. La rigueur, la précision et l'exigence, gage de réussite, une phrase à retenir tout au long du parcours scolaire et même du parcours de vie. Exercice 4. Reporter ce matin sur ces étudiants bénévoles pour élèves en difficulté. France Inter, c'est le 7-10. Emmanuel Davier, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est aujourd'hui la journée du refus de l'échec scolaire. Chaque année, 150 000 jeunes sortent du système sans diplôme. Et le thème choisi cette année pour cette journée, c'est le collège. Le collège n'est pas seul en cause dans l'échec, mais il est souvent un révélateur des difficultés rencontrées par les élèves les plus fragiles. Depuis 18 ans, la Fève, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, mobilise près de 8000 étudiants bénévoles, surtout dans les quartiers défavorisés. Le dispositif est simple. Un étudiant s'engage avec un élève. Il rencontre aussi les parents qui ressentent comme un échec personnel la mise hors jeu de leur enfant. C'est le cas de cette maman, Muriel, son petit dernier dans les bras et son fils aîné à ses côtés. Benjamin a 13 ans. Il est en grande difficulté scolaire, mais pas question pour Muriel de baisser les bras. Moi, je vais essayer de me battre pour sortir Benjamin de l'épreuve parce que maintenant, dans la vie, c'est très dur. Et je ferai tout pour qu'il réussisse son diplôme ou son bac plus tard. Et je vais me bagarrer pour ça. Cette maman a quitté l'école à 15 ans. Les programmes scolaires la dépassent. D'ailleurs, lorsque l'on demande à Benjamin si sa mère peut l'aider à faire ses devoirs, la réponse est cinglante. Non, parce que je crois qu'elle s'est arrêtée en 4e, je crois. Et après, elle a travaillé.
Donc elle comprend pas l'anglais, le français, les maths. C'est presque rien. C'est un peu dur là ce que tu dis, non? C'est peut-être un petit peu dur, mais je sais pas comment le dire moins méchant. Pour enrayer le décrochage scolaire, la famille a été mise en relation avec un étudiant de Lafèvre. Lui aussi se prénomme Benjamin. Il est en première année de master d'histoire. Depuis avril dernier, il voit le collégien 2 heures par semaine. Moi, je suis là pour l'aider pour les devoirs, mais surtout faire autre chose, le rendre autonome, en fait. Lui donner les outils pour qu'il arrive à lui-même faire ses devoirs, à apprendre ses leçons, et lui donner aussi la maîtrise de l'outil informatique et sortir du quartier. Par exemple, il n'était jamais allé à Paris. On allait à Paris ensemble pour la première fois l'année dernière. On allait au muséum d'histoire naturelle, donc aller voir à la galerie l'évolution et après les animaux vivants, etc. Oui, parce que cet accompagnement, ce n'est pas seulement faire du soutien scolaire. Non, le but c'est que l'enfant prenne confiance en lui. Cela passe aussi par des activités extrascolaires, comme l'explique Eunice Mangado-Luneta de Lafèvre. L'accompagnement est vraiment le plus intéressant quand on commence à faire des choses qui sont peut-être moins valorisées sous la pression scolaire par les parents que les devoirs stricto sensu, mais qui en fait vont avoir une importance capitale après pour l'enfant. Des choses toutes bêtes comme pouvoir se balader, pouvoir aller dans une bibliothèque, pouvoir entrer dans un CIO, un centre d'information et d'orientation. Ce sont des petites choses qui font qu'au final, on va travailler la mobilité, l'autonomie, la capacité d'anticiper, d'aller chercher les bonnes ressources, autant de compétences transversales qui vont être extrêmement utiles pour l'enfant dans sa scolarité et plus tard, et qui ne sont pas directement scolaires. Au cours de cet accompagnement se tisse un lien très fort entre l'étudiant et l'élève. Au fil des semaines, le petit Benjamin a trouvé un grand confident. Je dis des trucs que je dis même pas à ma mère. Parce que comme j'ai pas de grand frère et ni de grande sœur, j'ai pas de quelqu'un à parler que Benjamin, je peux le parler. C'est mon copain, ouais. Moi je me sens plus à l'aise avec Benjamin que mes copains. C'est des commères, donc ils peuvent pas garder des trucs pour eux, quoi. Ils sont obligés de dire à tout le monde. L'accompagnateur, c'est le père sans le pire, selon Philippe Mérieux, la tierce personne à qui l'enfant peut parler sans que cela ait une incidence négative. On écoute Philippe Mérieux, professeur en sciences de l'éducation. Moi, je suis très sensible au mot d'accompagnateur. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot pédagogie. Le pédagogue est celui qui mène l'enfant sur le chemin, mais qui écoute aussi son avis. Parce que si on n'écoute pas ce que dit l'autre, on n'a aucune chance qu'il nous écoute nous. Donc, sens de l'écoute et puis rigueur. Rigueur, exigence aussi. Aider l'enfant à préciser sa pensée en permanence. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu comprends ça? Lui permettre d'être de plus en plus exigeant avec lui-même, parce que la rigueur, la précision et l'exigence sont le gage de toute forme de réussite. La rigueur, la précision et l'exigence, gage de réussite. Une phrase à retenir tout au long du parcours scolaire et même du parcours de vie.